Donc pourquoi on en reparle, comme Laurent l'a un peu dit, c'est un sujet qui a été abordé déjà en 2022 lors d'un précédent web café. Et il y avait eu beaucoup de succès, beaucoup de questions. C'est un des symptômes majeurs, enfin voilà, un des effets majeurs de la maladie, c'est cette fameuse fatigue chronique. Le docteur Banovic, qui est ici présente, a donc reçu un financement de la part de l'association, donc grâce aux dons à vos dons et aux dons de nos généreux supporters, on attribue des bourses à des médecins qui vont faire des recherches sur un sujet précis. Sur celui du docteur Banovic, le sujet a été la fatigue chronique dans l'HPN et la plasie médulaire. Alors, il y a un titre officiel qui est beaucoup trop long pour que je m'en souvienne. Et donc, il y a de nouvelles avancées. Il y a une mise à jour voilà, faite par le docteur Banovic qui continue à travailler sur ce sujet. Donc, elle va vous en parler tout au long du web café avec évidemment le docteur Thériault et puis deux témoins, voilà, deux patients témoins qui parleront de leur vécu. On va débuter, si Geneviève, vous en êtes d'accord avec vous. Et juste pour l'introduction, vous avez été diagnostiqué d'une aplasie médulaire en 2019, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, bonjour, je m'appelle Geneviève, j'ai 61 ans. Mon AMI a été décelé en 2019, mais en remontant dans les analyses, on a trouvé des débuts de thrombopénie importante au moins en 2014. On n'a pas réussi à remonter plus avant. Je suis sous cyclosporine depuis 4 ans et demi. J'ai un terrain auto-immun, c'est-à-dire que j'ai d'autres maladies, alors une très commune qui s'appelle la maladie de Raynaud, les extrémités froides, et une plus embêtante parce que chez moi elle se situe aux yeux, qui est le syndrome sec. Enfin, par chance, la cyclosporine euh, a bien soulagé ce problème. Ah, je vais essayer de me montrer un petit peu. Bonjour. Voilà. Alors, version lunettes. Donc, quelques symptômes de ma fatigue tout d'abord. Euh, pour moi, l'activité physique est difficilement surmontable. Je l'évite même. Donc, ça comporte le ménage, par exemple. Quel dommage. La marche en montée, surtout plus de 10 minutes. C'est difficile aussi quand je dois avoir une activité nécessitant de la concentration, comme la conduite et même la mémorisation. Et j'ai constaté nettement des facteurs aggravants, un environnement bruyant, une situation de stress notamment. Et si je sors de ma routine, c'est très difficile. Euh, Par exemple, si je dois garder les petits-enfants, on a 4 petits-enfants de 6 mois à 5 ans, c'est un par un et jamais seul. Avant, j'aimais bien faire de temps en temps un après-midi shopping à Annecy, qui est à 15 kilomètres, puisque j'habite en Haute-Savoie. Mais maintenant, je le fais plus, c'est trop fatigant et puis c'est meilleur pour le porte-monnaie. Euh, Cet été, comme toutes les années, on prend avec mon conjoint une semaine de vacances en été et nous sommes partis en août dernier. Et au bout de la semaine, j'étais totalement épuisée. J'ai dû me reposer de mes vacances. J'ai bien mis 2 mois à récupérer. Alors j'ai un marqueur précis, j'ai un tapis de marche pour faire un petit peu d'exercice quand il pleut. Et avant le départ, c'était en Italie, avant le départ en Italie, j'étais à 4,5 km/h de marche par jour, une demi-heure.
Et au retour, j'étais passée de 4,5 km/h à 2 km/h. Et donc, j'ai bien pu noter combien il était nécessaire pour moi de me reposer de mes vacances. Alors, au niveau des traitements pour essayer de pallier cette fatigue, euh, je suis suivie donc à Annecy, conjointement à Annecy où j'habite, par un hématologue, plus à Lyon Sud par le docteur Barraco, c'est-à-dire que je suis en de bonnes mains. Euh, et ils ont tenté de me faire une injection de fer et pas de chance. J'étais allergique, ce qui est pas très courant, mais voilà, pas de chance pour moi, donc non. Du magnésium, j'en prends tous les jours parce que ça me permet de lutter contre les crampes qui sont un effet secondaire de la cyclosporine. Bon, ça fait rien. En automédication, j'ai tenté la spiruline bio pendant 6 mois et ça n'a pas marché non plus. Alors, donc, j'ai essayé de développer une stratégie personnelle. Ben, c'est en fait une adaptation qui est une réduction de mon activité. Euh, alors, je suis consciente d'être privilégiée puisque j'ai du temps disponible par rapport à d'autres personnes. J'ai plus de charge d'enfant. J'ai besoin de peu d'argent puisque mon conjoint travaille. Bon, puis j'ai en rapport à mon âge, alors après, à vous de juger, est-ce que c'est la raison ou est-ce que c'est une forme de résignation, j'en sais rien. Euh, En tout cas, dans mon parcours, par rapport, je suis dans l'éducation nationale et j'ai eu, dans un premier temps, un congé de longue maladie de 3 ans. Euh, et ça n'allait toujours pas, mes valeurs n'étaient pas bonnes, malgré le traitement. Enfin, disons que les résultats de la cyclosporine étaient modestes au niveau de ma thrombopénie et que des tas d'effets secondaires commençaient à apparaître. Donc, quand je dis je, c'est nous, conjointement avec Gérard Bertrand, avons réussi à transformer ce congé longue maladie en affection longue durée, qui est d'une durée plus longue et qui devrait me permettre d'enjamber la période jusqu'à une retraite pour invalidité que j'ai demandée. Alors Gérard Je- Bertrand, pardon? J'allais justement vous demander de préciser qui est Gérard Bertrand pour ceux qui ne le connaissent pas Oui, dans les alors c'est personnes qui nous quelqu'un écoutent. de très précieux au sein de l'association. C'est un juriste qui est délégué par l'association bénévole, qui est délégué par l'association pour aider les patients dans leur démarche auprès de leur employeur ou de leur administration en produisant une argumentation juridique. Et donc, grâce à son aide, en somme, ce passage d'une affection longue durée de congé longue maladie à affection longue durée est normalement impossible. C'est précisé, quand on fait le choix, il est irrévocable. Et grâce à l'argumentation de Gérard Bertrand et au fait que l'aplasie est considérée comme une maladie donnant droit d'office à une affection longue durée, nous avons réussi l'impossible, c'est-à-dire me faire changer de statut en cours de route. Euh, donc, alors, j'ai dit que je réduisais mon activité. Au niveau de mes occupations, bah, c'est modeste, on va dire. C'est la cuisine, la lecture, la couture, la marche à plat. Mais c'est ce que j'estime très important, c'est maintenir une activité intellectuelle, disons, intéressante, euh,
par exemple, notamment, je me suis donné comme objectif de devenir bilingue en italien. J'en suis actuellement à 27 000 pages lues en italien. Je lis chaque soir. Je ne lis plus de littérature française ou autre. Je ne lis que de la littérature italienne. Et j'ai un correspondant avec qui je parle sur Internet. Et ça, ajouté au soutien de mon entourage qui est solide, ça me permet de garder un mental euh, suffisamment élevé pour tenir le coup sans flancher. J'ai parlé tout à l'heure aussi de mon parcours par rapport à l'administration et ma demande de retraite pour invalidité. Euh, et je voudrais évoquer ici un problème que j'ai rencontré, qui est l'absence de reconnaissance de la fatigue. Euh, Au cours de ça a été un parcours d'obstacles que l'administration m'a proposé parce que j'ai eu 5 ou 6 expertises, alors que je produisais à chaque fois des certificats médicaux en béton de mes hématologues et de ma néphrologue. Euh, j'ai eu une dernière expertise début octobre. La remarque préalable, c'est que, en tout cas, dans le fonctionnement des administrations de l'éducation nationale, on est expertisé par des médecins généralistes qui ne connaissent pas ou guère la maladie, et alors qu'on présente des certificats de spécialistes. On appréciera l'objectivité et l'exhaustivité de l'analyse. Euh, et à la fin de l'entretien avec ce médecin généraliste expert, il a pris un livre alors j'ai lu, ils n'ont pas le droit de nous communiquer leurs décisions puisque ça fait l'objet encore d'une énième réunion plénière par la suite. Euh, mais j'ai lu à l'envers qu'il consultait un référentiel, en somme, pour déterminer mon taux d'invalidité. Euh, et il m'a dit qu'il a d'abord ouvert à la page hématologie et il trouvait rien. C'est-à-dire que les maladies hématologiques ne donnent pas droit à une prise en compte de l'invalidité. Et c'est au titre, s'il a demandé cette retraite pour invalidité pour moi, c'est au titre de mon affection secondaire au rein, puisque j'en suis au niveau 4 sur 5. Voilà, c'est une atteinte rénale importante et qui est pour l'instant évolutive. C'est à ce titre-là, et j'ai lu encore à l'envers, décidément je dois être douée pour ça, j'ai lu encore à l'envers qu'il proposait 75%, mais à ce titre-là et pas au titre hématologique, ce que je trouve injuste et anormal. Voilà, alors donc pour finir mon intervention sur une note positive, je dirais, Laurent m'avait posé la question, donc j'anticipe. Qu'est-ce que moi je préconiserais? J'ai peu de trucs à, à conseiller. Mon cas est juste personnel, mais ce que je préconiserais quand même, c'est d'essayer de garder un mental solide. Et bon, bah, si n'a pas de défi physique à surmonter, bah, au moins
qu'on se pose, par exemple, des défis intellectuels. C'est ce que je tente de faire. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, le truc, ou en tout cas le conseil de Geneviève, si vous l'avez compris, c'est de se fixer un objectif, un but pour passer au-delà de la maladie, ou en tout cas de vivre avec, même si physiquement on peut pas justement toujours l'accompagner ou vivre avec. Donc, c'est de la contourner, hein. C'est pas de rentrer dedans finalement, mais c'est de la contourner. Il y a un peu de ça. Il y a un point intéressant aussi, au-delà de l'aspect général. Et Geneviève, vous avez dit euh, les séances de shopping, c'est fini, c'était trop fatigant. En même temps, c'est meilleur pour le porte-monnaie. Positiver chaque chose, c'est aussi un aspect intéressant. C'est un petit truc, mais ça peut être ça aussi, quoi. On peut vivre la fatigue différemment quand vous l'exprimez comme ça. Mhm. Merci à vous en tout cas. Laure, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc notre second témoin aujourd'hui. Alors, pas du tout la même configuration, si je puis dire, que Geneviève. La maladie vous a touché en 2009 et c'est HPN et aplasie médulaire, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. 2009. En 2009, j'ai 25 ans et je viens tout juste de finir mes études. Pardon, j'ai oublié une petite précision que je voulais apporter. Je coupe la parole, je suis désolé. Juste un point par rapport à Gérard Bertrand qui a cité Geneviève tout à l'heure. Il n'est pas juriste au sens officiel du terme, hein. Il baigne dans les dossiers en tant que bénévole de l'association depuis des années. Il est devenu un expert de ces dossiers ultra compliqués. On va dire que c'est un juriste autodidacte. Il est ni avocat ni juriste de formation. Mais c'est un bénévole qui s'est vraiment engagé sur ce terrain-là pour accompagner les différentes personnes dans l'association. Voilà, je voulais le préciser pour pas qu'on vous fasse dire des choses bizarres sur email ou pas. Voilà. Désolé, Laure, je vous rends la parole. Non, mais donc je disais oui, je suis tombée malade en 2009. J'avais 25 ans. Donc c'est vrai que mon histoire est différente du coup de celle de Geneviève. Peut-être qu'à 25 ans, on voit les choses différemment qu'à la période de vie que traverse Geneviève. Quand je suis tombée malade, j'ai les deux maladies, donc aplasie et HPN. Et depuis la grossesse de mon premier enfant en 2015, l'aplasie est un sommeil. Quelque Donc, chose qui est assez classique finalement. Ça arrive assez régulièrement que la plasie se mette en sommeil avec la grossesse. Est-ce que entre la grossesse et enfin, la première grossesse, je crois que vous avez deux enfants, et le diagnostic, donc il y a 6-7 ans à peu près, est-ce que vous avez vu une variation dans le vécu avec la fatigue? Est-ce que la fatigue a été présente dès le début, dès le diagnostic, extrêmement présente, je veux dire prégnante, forte, ou ça s'est dégradé au fur et à mesure? en fait, c'est vrai que si j'ai rétro-pédale, j'étais fatiguée avant, avant le diagnostic. Mais en fait, c'est une fatigue qu'on peut globalement aussi beaucoup tous ressentir. Et donc, on met ça de côté et on se dit que ça va passer. Et puis, en fait, ça passe pas. Mais en fait, j'étais déjà malade avant le diagnostic. Et post-diagnostic, en fait, non, moi, j'ai pas ressenti la grosse fatigue tout de suite. J'étais plutôt un peu dans la lutte ou dans le déni. Comme je vous l'ai dit, je finissais mes études. Donc, j'étais vraiment dans cette recherche d'emploi. Voilà, j'étais dans une autre dynamique. Donc, j'ai mis ça de côté pendant 6 à 8 mois. Et après, ça m'a rattrapé. Après, ça a été l'effet qui se coule un peu plus fort, du coup, avec une fatigue beaucoup plus importante et tout le reste qui va avec au final. Je pense que c'est la fatigue en tant que telle, mais c'est aussi la digestion de l'annonce, le fait de comprendre que tout va être bouleversé finalement, que ce soit ma vie personnelle, professionnelle, etc. Donc, moi, j'ai vécu ça comme quelque chose de global. Donc, il y a à la fois la fatigue physique qui a très bien expliqué Geneviève sur la réduction des activités, mais aussi un impact psychologique de cette fatigue ou une fatigue psychologique, en tout cas, qui surrajoute à la fatigue physique. Tout C'est à bien fait. ça? Ouais. Ouais. Et est-ce que vous avez arrivé à, je dirais peut-être pas à dissocier les deux, mais à caractériser à quel moment vous vous sentez plus fatigué physiquement ou psychologiquement? Ou est-ce que c'est maintenant, je veux dire, avec les années d'expérience, ou est-ce que c'est toujours aussi difficile ou pas à différencier? Non, il y a quand même des moments où j'arrive à bien à différencier et à des moments où c'est complètement diffus, où je sais pas si je suis fatiguée, mais parce qu'en fait, je suis maman de deux enfants et deux petits garçons qui ont énormément d'énergie. Donc, je vois par rapport à mes amies, elles sont fatiguées elles aussi avec leurs contraintes et leur boulot. Donc, bon, a priori, dans nos discours, il n'y a pas de différence et les ressentis sont personnels. Parfois, je me rends bien compte que quand j'ai forcé un peu en rythme ou avec un sommeil un peu plus agité, etc., là, c'est une fatigue peut-être plus liée à ma maladie. Euh,
Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que dès que physiquement je fatigue, en fait, le psychologique suit. Et Ça, l'inverse marche aussi, mais je veux dire, je l'anticipe vraiment très bien dans ce sens-là. Quand je me sens anémiée, en fait, donc une vraie fatigue, j'ai des essoufflements, je vois bien que je suis plus pâle, etc. Je vois bien qu'après, j'ai aussi une fatigue psychologique qui insidieusement s'installe, où je suis plus irritable, j'ai moins envie de faire de trucs, voilà. et est-ce que vous arrivez, entre guillemets, à anticiper la montée de la fatigue ou elle vous tombe toujours brutalement par vague? Non, globalement, je la gère pas trop mal, mais du coup, c'est vrai que quand elle arrive, elle est un peu plus brutale. Comme j'arrive à peu près à jongler avec ça, quand peut-être je tire un peu aussi sur les ficelles et qu'elle arrive elle aussi un peu plus fort, c'est moins évident. Mais avec les années, parce que ça fait maintenant plus de 15 ans, euh, voilà, j'accepte un peu plus. Qu'il y a ce jeu, je trouve, en tout cas chez moi, toujours de naviguer finalement un peu avec ça. Et parfois, si la barque elle tangue trop fort et que ça se renverse, bah voilà, il faut que j'appelle à l'aide, soit avec les traitements, soit avec les transfusions que je peux faire, soit ralentir vraiment le rythme. J'ai la chance d'avoir un mari qui s'occupe aussi très bien des enfants, donc je suis pas seule non plus là-dedans. Voilà, donc je jongle avec tout ça. Quand on a échangé pour préparer le web café, vous m'avez parlé de pas mal d'astuces, entre guillemets, que vous avez mis en place, et notamment bah, les routines. Pour vous, c'est extrêmement important. Contourner ou gérer la fatigue, ça passe à travers. C'est une notion qui est pas évidente. Je vous dis, je mets en place des routines parce que la fatigue, elle nous encadre et en même temps, je me mets un autre cadre pour sortir. Enfin, vous passez d'un cadre à l'autre, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu ça? Oui, en fait, j'ai entendu que Geneviève aussi, elle avait ses routines. Moi, je pense qu'on en a sûrement tous, hein, entre nos heures de coucher, nos heures de réveil, etc. Mais moi, je me suis rendu compte que mon corps en avait besoin. Et puis, je crois que c'est quelque chose qui est même prouvé scientifiquement. J'avais regardé, c'est-à-dire que le corps est vraiment dans une zone de confort lorsqu'il a un cadre qu'il connaît. Et pour lui, c'est beaucoup plus simple, en fait, de gérer et de digérer ces informations, etc. Donc moi, effectivement, globalement, je me lève à la même heure et j'essaie de me coucher à peu près à plus ou moins une demi-heure, hein. Et puis, parfois, j'ai des excès comme tout le monde, mais globalement, j'ai 7 heures de coucher et 7 heures de réveil là. Ensuite, le matin, c'est vraiment un temps que je prends pour moi pour réveiller mon corps en douceur. Avec donc du yoga que je pratique, mais ça peut être des étirements, ça peut être de la relaxation, ça peut être des respirations. J'ai tout un temps un petit peu tranquille comme ça pour me réveiller le corps. Voilà. Après, j'ai aussi j'allais dire une hygiène alimentaire, ou en tout cas, j'ai des aliments aussi avec lesquels j'ai senti, notamment en termes de digestion et de lourdeur et de fatigue, en fait, qui fatiguaient mon organisme, donc que j'ai écarté, ou en tout cas que j'ai réduit, notamment sur les repas du soir. Donc voilà, je mange plutôt généralement quelque chose de léger et pas trop tard. C'est ce qui convient à mon organisme. Si je fais une choucroute à 22 heures, c'est sûr que je dors mal et après, voilà, après Je HPN, pas pense qu'il y a HPN, beaucoup de personnes qui font vas-y, une voilà. choucroute. Non, mais c'est ça. Mais en fait, comme on peut pas dissocier aujourd'hui, moi, quelque part, mon organisme de la maladie, tout va ensemble. Et donc, mais oui, c'est des questions que je me posais pas quand j'avais 20 ans. Donc après, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est la maladie? Je trouve qu'avec toutes ces questions, on flirte aussi beaucoup avec tout ce qui se mélange. Mais voilà, moi, j'ai toutes ces routines un petit peu là, surtout le matin, voilà, qui me font du bien. Et c'est ça que je vous avais partagé, Laurent, et qui, je trouve, que lorsqu'on ne va pas bien, justement, et que le psychologique ne suit pas toujours, le fait d'avoir ces routines, en tout cas pour moi, ça me met quand même sur les rails. Donc parfois, bon bah, mes routines font, par exemple, je sors aussi tous les jours, je sors 2, 3 fois par jour. Je m'oblige à sortir au moins. Après, il y a des fois où si j'ai pas envie, il fait moche, il pleut, bon bah, je reste tranquille. Mais c'est des routines qui me cadrent et qui me permettent, même quand ça va pas toujours très bien, parce que c'est très lourd, parce que les traitements ceci, les résultats sont moins bons, bah, c'est pas grave en fait, je fais quand même. Et voilà, moi ça m'aide. Donc l'idée, c'est aussi de s'obliger un peu face à la fatigue, quoi. Mais après, ça c'est peut-être Ou mon face à caractère. la maladie, en tout cas, pour mieux gérer la fatigue. C'est peut-être pas face à la fatigue, mais face à la maladie pour mieux gérer la fatigue. Après, voilà, encore une fois, moi je partage mon vécu, hein, mon ressenti, mais Bien moi je suis sûr. tombée malade, j'avais 25 ans, donc à 25 ans, en fait, moi j'ai refusé les discours chaotiques quelque part. Voilà, il y avait un espèce d'élan de survie aussi parce que le
pronostic vital était un peu engagé et j'étais pas du tout là-dedans. Et donc, peut-être que j'ai gardé un peu ce côté, le cadre, c'est chouette, mais allons explorer aussi un peu ce qui est possible. Et il y a des fois, et ça se passe super bien. Vous voyez, je fais du ski, par exemple, alors que il y a 10 ans ou 15 ans, quand je tombais malade, je me rappelle qu'on m'avait dit que c'était pas possible. Bon, alors voilà, j'essaye de faire très attention, mais je fais du ski, donc Mhm. je me reconnecte à des choses de la vie normale avec mes enfants, mon mari, etc. Euh, donc sortir du cadre, alors là je prends un cas un peu extrême, mais ça peut être des choses beaucoup plus simples hein, du quotidien où on essaye des petites choses parfois. Geneviève parlait d'apprendre une langue ou de se dynamiser intellectuellement, ça peut être ça aussi, sortir du cadre, de se booster un peu, parce que enfin, je pense, et les médecins là sont là pour nous l'attester, mais neurologiquement, après, je pense qu'on prend aussi des biais qui font qu'on est plus dans un certain cadre et que le corps se complaît aussi là-dedans. Et voilà, et je pense qu'il y a des choses qu'on peut quand même tester, observer, et puis il y a peut-être des trucs qu'on met en place maintenant et qui sont bien et qui nous conviennent moins bien dans un an, et inversement. Donc, moi, je suis aussi toujours un peu dans ce tatillonnement d'aller observer, de regarder et de voir, voilà. Tout en gardant un cadre qui est important, bien sûr, hein, médical. Et ça, quand je parle de mes routines, j'ai aussi tout un cadre un peu précis avec lesquels je sais le protocole à mettre en place voilà, quand je suis trop anémiée, j'ai une carte dans mon portefeuille qui me permet si jamais il m'arrive quelque chose dans la rue, ben, on prend mon portefeuille, on voit que j'ai tel traitement dans tel hôpital. Voilà, vous voyez, en fait, je suis dans l'observation et dans les changements, mais en même temps, c'est avec un cadre. C'est pour ça que vous parliez, je sors du cadre et je me recrée mon cadre à côté, en fait. Et c'était Ouais, un moi, de vos conseils que vous disiez, quoi. Faut se refixer son propre cadre, son propre périmètre pour arriver à mieux vivre avec ça. je Faut pas se faire pense enfermer par la fatigue, mais faut se recréer un cadre qui nous maintient. c'est ce qui, moi, m'a parlé. Et puis, je pense que si on échange avec Geneviève ou avec Chloé, on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas les mêmes choses qui nous correspondent. Donc, c'est essayer de s'approprier ça à sa manière, en gardant un cadre médical, bien sûr, voilà, sécurisant, mais essayer de jongler avec ça voilà, et d'avoir quand même en tête, en tout cas pour moi, le fait de pouvoir aussi demander de l'aide autour et d'être tourné vers l'extérieur. Voilà. Pour moi, la fatigue, elle peut être très enfermante. Et moi, je le vis mal quand elle m'enferme comme ça. Pour rester sur une note plus positive, vous nous avez partagé quelques conseils, hein, la routine du matin, etc. Quand on avait échangé, et ce sera peut-être le dernier mot, vous m'aviez parlé aussi de la pause de l'après-déjeuner, qui peut prendre des formes variables, mais qui est extrêmement importante pour vous. Oui, j'avais senti que en fait, cette pause de l'après-déjeuner, quand ça fait déjà 5, 6, 7 heures qu'on est réveillé, avec, en tout cas, moi j'ai plus d'énergie le matin, donc avec une énergie plus déployée, après manger, on a cette phase aussi naturelle, hein, digestive, qui alourdit un peu l'estomac, le corps et peut-être aussi également un peu psychologique. Et donc moi, après manger, c'est le moment justement où je sors un peu. Voilà, soit je vais boire un petit tisane avec une amie, soit je fais un petit tour de pâté de maison, mais en tout cas, je vais vers l'extérieur pour être à hauteur de ce qui est possible, même si c'est juste sur une souche d'arbre à regarder le ciel. Voilà, prendre un peu l'air pour se redynamiser, amener un petit peu d'oxygène. Voilà, et ça dure généralement une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça peut être aussi avec un livre. Voilà, c'est mon petit temps pour après réussir à mieux repartir dans l'après-midi et la soirée qui arrive. Merci beaucoup, Laure. On va passer à l'autre thématique, entre guillemets, avec le docteur Thériault. On va rentrer dans l'aspect scientifique, si je puis dire, de la maladie, ou en tout cas médical. Si vous avez des questions, et là je m'adresse à tous les participants en ligne hein, pour Geneviève et Laure, n'hésitez pas à les noter comme je l'ai dit ou à les poser déjà dans le chat. Et puis bien sûr, on échange à la fin avec elles. Merci à toutes les deux. Docteur Merci. Thériault, rebonjour. Bonjour à tous. Et on Alors, voit bien la présentation de votre côté. voilà, je pense que je suis sur la bonne. Là, vous êtes au tout début. Ah bon, vous Ouais, voyez? la première, on Ah, voit. voilà, ok. Ça y est. Voilà, Je on va vois y ça. arriver. Écoutez, un grand merci pour cette invitation. Je suis ravi de partager ce temps d'échange avec vous. Donc, moi, je vais essayer de vous montrer la perception un peu médicale de cette problématique qui a quand même, j'espère, bien changé dans la tête des médecins et des hématologues.
on avait une vision peut-être un peu simpliste de la problématique de la fatigue qu'on reliait quasiment systématiquement au problème de l'anémie. Et je vais vous montrer que les choses sont peut-être beaucoup plus complexes que ça. Et notamment, on s'en est rendu compte grâce aux données de registre où on a demandé à des patients de rapporter leurs symptômes. Et la première grande surprise, ça a été de voir que c'est la fatigue qui est clairement le symptôme le plus souvent exprimé par les patients. Et la deuxième surprise pour les hématologues, quand on parle d'HPN, eh bien, c'est que cette fatigue, elle est présente quelle que soit la taille de votre clone et quelle que soit l'activité de la maladie. Donc ça, c'est quand même un message et une information importante pour nous. On peut voir aussi d'autres symptômes. Alors, confusion en anglais qu'on pourrait traduire par trouble de la concentration, on les voit aussi, quelle que soit la taille du clone ou quelle que soit l'activité de la maladie. Pour l'aplasie médulaire, on a un petit peu moins de données. Néanmoins, j'ai retrouvé cette publication il y a 4-5 ans qui a essayé de voir quels étaient les niveaux de fatigue, bien sûr, dans l'aplasie médulaire, l'HPN et dans une autre pathologie hématologique qu'on appelle les syndromes myélodysplasiques. Et là encore, on a vu des scores de fatigue extrêmement importants, quelle que soit la pathologie. Donc, on est bien conscient maintenant que c'est une problématique euh, plus importante même que celle de l'anémie. Alors, c'est ce que je vous disais, probablement que la fatigue, euh, elle a plusieurs causes, elle est multifactorielle. Donc, comme je vous disais au départ, on pensait que c'était vraiment lié à l'anémie, mais probablement que c'est pas forcément la meilleure piste. Et on a des collègues aux États-Unis qui avaient essayé de corréler cette fatigue avec plusieurs items, à savoir la dépression, en tout cas des troubles dépressifs, des troubles du sommeil, de l'anxiété. Et effectivement, c'est ce qui ressortait, c'est que ce n'est pas l'anémie qui prédit la fatigue, mais c'est vraiment tout ce cortège d'autres symptômes associés. Alors, on peut lister hein, dans l'HPN, par exemple, quels sont les symptômes qui vont participer à la dégradation de la qualité de vie. Donc, je vous disais, il y a l'anémie, l'hémolyse, il y a d'autres symptômes comme des problèmes de douleur lorsqu'on avale des aliments, des problèmes d'essoufflement, des problèmes d'insuffisance rénale. Et puis, on peut se poser la question du rôle du traitement dans la prise en charge de ces pathologies. Est-ce que ça améliore ou est-ce que dans certains cas, c'est pourvoyeur d'une fatigue plus importante? Alors, pour répondre à cette question, finalement, on a commencé à évaluer les traitements sur la qualité de vie, sur la fatigue dès le milieu des années 2000, hein, 2006, on voit apparaître dans l'essai qui a permis de valider l'utilisation de l'eculizumab dans l'HPN, eh bien, on a commencé à s'intéresser à l'évaluation et l'évolution de la fatigue et des scores de qualité de vie. Et là encore, la première surprise pour les hématologues, eh bien, c'est que on voit une amélioration sous traitement de la qualité de vie dès les, on va dire, 2, 4 premières semaines, alors même, on voit bien, hein, c'est la courbe bleue, alors même que le taux d'hémoglobine, finalement, reste globalement stable. Et on voit bien que dans cette étude, les patients qui n'étaient pas sous traitement, eh bien, vous voyez ces scores se dégrader. Et on a regardé cette évaluation de la fatigue en fonction des besoins en transfusion, eh bien, même si vous êtes encore dépendant des transfusions, le fait d'être traité, eh bien, améliore malgré tout les scores de fatigue et de qualité de vie. Donc, c'est plus le contrôle de l'hémolyse, plus que le contrôle du taux d'hémoglobine qui participe
à l'amélioration de la fatigue. Et on est revenu, donc, comme je vous disais, à ces grandes cohortes de patients, donc le registre international. Et donc là encore, on voit que sous traitement, eh bien, on voit une amélioration dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit dans les fonctions cognitives, les fonctions sociales, la santé en termes global. On voit bien une amélioration de ces scores. Et ce, j'ai envie de dire, quel que soit votre âge, chez les moins de 25 ans, chez les 25-65 ans, c'est peut-être un petit peu moins vrai chez les plus de 65. Donc le traitement semblait quand même améliorer ces scores. Alors, comme je vous disais, dans l'aplasie médulaire, c'est peut-être un petit peu moins documenté. Néanmoins, j'ai retrouvé en préparant ce topo une publication qui a été publiée cette année, donc c'est tout récent. Une équipe hollandaise et un travail collaboratif qui a regardé quelle était l'évaluation chez les patients atteints d'aplasie médulaire. Et ils ont distingué deux groupes, des patients qui sont considérés comme en rémission complète de leur aplasie médulaire, et puis un deuxième groupe qui ont une réponse peut-être un petit peu moins satisfaisante, qu'on va qualifier de réponse partielle. Donc c'est une enquête qui avait été faite 5 ans après le début du traitement immunosuppresseur chez les patients qui avaient des taux d'hémoglobine globalement satisfaisants, hein, 13 grammes pour les patients en réponse partielle et 15 grammes pour des patients en réponse complète. Et là encore, eh bien, on voit si on prend la cohorte globale que pour, on va dire, 20-25% des patients, il va y avoir des difficultés qui vont être qualifiées d'importantes sur l'estime de soi, sur la régulation des émotions, sur la fatigue. Donc, on voit que ça reste quand même important pour de nombreux patients. Et surtout, on voit que même chez les patients qui sont en rémission complète, hein, par exemple, là, j'ai entouré la fatigue, et bien, même en rémission complète, on a quand même un patient sur cinq chez qui la fatigue va être présente. Et bien sûr, ces évaluations sont toujours peut-être un peu plus importantes chez les patients qui sont en réponse partielle. Donc, la qualité de la réponse quand même au traitement influence un petit peu ces évaluations sur la fatigue. Encore une autre étude récente, peut-être que certains d'entre vous y ont participé. C'est une étude européenne à partir de patients français, allemands, anglais. Je sais que l'association HPN France avait été sollicitée. Il y a 20 patients français qui avaient participé à cette étude où on voulait voir le fardeau de la maladie sous traitement. Alors, chez des patients qui principalement étaient traités par eculizumab, à l'époque, en France et en Angleterre, on n'avait pas le ravulizumab. Et puis, on a quelques 22 patients allemands qui, eux, à l'époque, bénéficiaient déjà du ravulizumab. Et puis là encore, on a regardé quelles étaient les différences entre des patients qui étaient considérés comme bons répondeurs avec un taux d'hémoglobine à plus de 10,5 et des patients peut-être un peu moins bons répondeurs. Et là encore, on voit, quel que soit votre groupe, hein, que vous soyez traité par eculizumab ou ravulizumab, que vous ayez un taux d'hémoglobine inférieur à 10,5 g ou supérieur à 10,5 g, eh bien, on retrouve quand même ce symptôme de la fatigue, alors qui a tendance à s'améliorer quand même malgré tout entre le diagnostic et le moment où l'étude a été faite, mais malgré tout qui va rester présente. Et surtout, je voulais montrer ce résultat, eh bien, c'est que tous ces scores sont toujours inférieurs, donc plus péjoratifs que ce que l'on peut observer dans la population générale, quel que soit votre traitement ou quelle que soit votre réponse au traitement. Alors, pourquoi est-ce que on s'intéresse maintenant à l'évaluation de la fatigue? Eh bien, c'est un élément qui est très important dans l'évaluation
des nouveaux traitements qui arrivent actuellement. Et notamment, vous savez qu'il y a l'HAS, la Haute Autorité de Santé, qui est un petit peu le gendarme et qui permet de donner ces autorisations de mise à disposition des médicaments. Eh bien, cette autorité de santé, elle est extrêmement sensible à l'évaluation des données de qualité de vie issues des essais, puisque ça va participer aux négociations sur le remboursement. Et donc là encore, les firmes pharmaceutiques ont bien compris que, il fallait pouvoir étayer ces résultats et l'HAS va donc donner des consignes en prenant en compte et en essayant d'avoir une perspective sur le bénéfice attendu pour un patient. Et je sais que l'association HPN est sollicitée, peut-être qu'Adèle pourra en dire un petit mot, par ces autorités. Alors, dans l'évaluation des nouveaux médicaments, je vais vous donner deux exemples concrets. Premièrement, donc, l'évaluation du ravulizumab. Donc, comme vous savez, c'est un procédé qui a permis d'améliorer l'éculizumab et qui a permis de pouvoir recycler l'anticorps et donc ainsi augmenter la demi-vie du médicament. Et in fine, ça permet de passer de 26 à 6 injections par an. Donc, euh, rapidement, hein, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais cette stratégie a été évaluée dans deux populations, des populations naïves de tout traitement et puis des patients qui étaient déjà traités par eculizumab et qui donc changeaient de traitement pour passer au ravulizumab. Alors, c'était des études pour montrer que ces deux stratégies étaient totalement équivalentes. Donc, c'est ce que l'on voit là, hein, sur des critères médicaux euh, on va dire primaire, qui est le non-recours à la transfusion, la normalisation des LDH. Donc, on voit que ces deux traitements étaient globalement similaires, avec toujours une petite tendance en faveur du ravulizumab. Mais surtout, ce qu'on a pu montrer sur des critères, euh, on va dire secondaires, eh bien, c'est qu'il y avait une tendance à l'amélioration des scores de fatigue, que ce soit chez les patients qui étaient naïfs de tout traitement ou surtout chez les patients qui étaient déjà traités par eculizumab. Et donc, on est allé un petit peu plus loin avec des questionnaires spécifiques sur la prise en charge de l'HPN. Et donc, on a demandé clairement quel était l'avis du patient traité par eculizumab puis par ravulizumab. Et là encore, pour ce qui est de la fréquence des injections, la planification de ces activités et surtout le contrôle de la fatigue ou même d'autres symptômes, eh bien, on a demandé quel était l'avis du patient, quelle était la préférence du patient. Et ça, les autorités de santé sont assez sensibles maintenant à ces données-là. Un autre exemple, d'un un médicament mis sur le marché un peu plus récemment, il y a 2 ans, eh bien, c'est le pegcetacoplan qui est réservé donc, à des patients qui ne sont pas bien contrôlés par l'éculizumab ou le ravulizumab. Donc, je vais passer rapidement sur le design de l'étude, simplement pour vous dire que, eh bien, on voyait bien qu'avec cette nouvelle stratégie, on passait d'un taux d'hémoglobine de 8,7 à presque 11,5. Donc, ça, c'était l'objectif primaire. On permettait aux patients de ne plus avoir recours aux transfusions dans 85% des cas. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, eh bien, c'est qu'il y a eu énormément d'évaluations, donc en termes de qualité de vie, d'échelle de fatigue. Et là encore, on montre de façon parallèle au taux d'hémoglobine, cette fois, eh bien qu'il y a une amélioration de ces scores sous traitement. Donc ça, c'est le score de fatigue, ça, c'est le score de qualité de vie. Et donc, là encore, on a pu montrer que ce traitement donc, était efficace médicalement parlant, mais surtout apportait une plus-value sur le contrôle de ces symptômes
tout au long de l'étude. Donc, deux exemples récents pour vous montrer que maintenant, l'évaluation de la fatigue, l'évaluation de la qualité de vie fait partie intégrante de l'évaluation de l'efficacité d'un médicament. Alors, pendant très longtemps, ces évaluations, elles se faisaient avec des scores qui étaient développés dans d'autres pathologies chroniques ou bien dans d'autres secteurs comme la cancérologie. Donc, ils n'étaient peut-être pas forcément toujours adaptés à la problématique de l'aplasie et de l'HPN. Et maintenant, depuis 5 ans, depuis cette publication, eh bien, on a un score dédié à ces pathologies. C'est un score qui a été développé donc toujours par la même équipe hollandaise et allemande chez des patients qui étaient donc atteints d'aplasie ou d'HPN, qui avaient reçu soit pour une minorité d'entre eux une greffe de moelle osseuse, mais surtout des traitements immunosuppresseurs. Eh bien, ce score a été validé et donc permet, à travers 54 questions, eh bien, d'explorer plusieurs champs sur la fatigue, les symptômes physiques, psychiques, le retentissement social, familial, professionnel, les émotions, l'anxiété, la vie sexuelle et l'estime de soi. Donc maintenant, on a à disposition des outils qui nous permettent, dans le cadre d'études, d'évaluation de nouvelles thérapeutiques, eh bien, d'avoir des informations importantes euh, sur cette prise en charge. Donc, quelques petits mots de conclusion. Donc, on l'a bien vu hein, sur ces études, sur les témoignages. On s'adresse à des patients qui ont une activité, qui sont jeunes, qui ont une activité sociale, professionnelle, familiale. Et bien, malgré ça, il y a une dégradation de la qualité de vie pour la majorité des patients. Donc, il faut être à l'écoute, il faut que le médecin comprenne que la fatigue est vraiment au cœur des symptômes des patients. Et puis, un petit mot sur les traitements que l'on met en place. Alors, certes, on veut améliorer le taux d'hémoglobine, mais surtout, on veut on puisse améliorer ce symptôme de fatigue, ces symptômes liés à une qualité de vie dégradée. Et donc, je vous ai montré qu'on avait des nouveaux outils euh, pour ces évaluations. Donc, un tout petit mot pour vous remercier là encore une fois pour cette invitation. Merci beaucoup à l'association. Merci beaucoup au centre de référence de l'aplasie, au professeur Saucier, au professeur Régis Lefaux de la Tour, avec qui j'ai énormément de plaisir à travailler et à discuter. Et donc, je reste à disposition pour répondre à vos questions à la fin de nos présentations. Merci à vous. Oui, merci beaucoup, docteur. Je vous propose, on va faire avant de passer à un autre aspect de la fatigue avec Ingrid sur l'aspect plus psychologique, juste un petit message d'Adèle sur l'aspect quel lien entre l'association et la HAS, puisque vous l'avez abordé, docteur Thériault. Adèle, est-ce que l'association travaille sur ce sujet, a été sollicitée par la HAS? Bonjour tout le monde. Merci, lui. Oui, l'association, elle est sollicitée souvent par la HAS lorsque il y a une demande d'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Et parmi les questions, il y a aussi la fatigue, où ils nous demandent l'impact de la maladie sur la fatigue. Et c'est à l'issue de ça le premier web café qui a eu lieu en décembre 2022, il y a eu cette idée de faire le premier web café sur la fatigue. Parce qu'on a sollicité tous les membres de l'association et même par rapport au questionnaire de la HAS, avec la contribution des patients, euh, la fatigue, c'est number one, on peut dire. Voilà, c'est l'impact où tout le monde en parle. Et donc, c'est le sujet qui a eu lieu en 2022 et cette fois-ci. Et je pense que c'est un sujet qui est important. On peut dire c'est transversal presque pour toutes les maladies et particulièrement pour notre maladie. Voilà, merci. Merci, Adèle. La fatigue number one, professeur Banovic, je pense que vous allez être d'accord. Oui, bonjour C'est à une toutes bonne et à tous. introduction. Ah oui, c'est une magnifique transition.
Et ma présentation va commencer du plus général, c'est-à-dire que je vais parler de contextes autres que HPN pour arriver à HPN-AM. Alors, je vais essayer de... Donc, on va parler tout d'abord de fatigue chronique. Alors, dans un contexte général, et déjà le terme de fatigue chronique pose c'est un peu un oxymore sur pattes, si vous permettez, parce que est-ce qu'il n'y a pas déjà un contresens ou une contradiction entre le terme fatigue et chronique? Alors le terme fatigue, dans les définitions classiques, présuppose un effort, quel qu'il soit, physique ou intellectuel, qui va la faire apparaître. Mais cet état de fatigue, après une période de repos, doit disparaître. C'est la fatigue classique telle qu'on l'a définie, telle qu'elle est l'objet de discussions entre nous. Et le terme chronique, c'est quand cette fatigue dure plus de 6 mois. Alors, déjà, peut-elle être chronique si, par définition, elle se résorbe après un état de repos? Donc, vous voyez déjà le problème que ça pose. Et l'autre principale complexité du phénomène, c'est que cette fatigue chronique apparaît alors, soit au cours de maladies chroniques, et là, vous allez vous sentir particulièrement concerné, soit elle apparaît isolée, et je vais utiliser l'ancien vocable parce qu'il est plus simple à retenir, mais les patients qui en sont atteints n'aiment pas du tout ce terme. C'est ce on va le voir après, c'est le syndrome de fatigue chronique. Et donc, moi, je préfère revenir à la définition médicale orthodoxe, où on n'utiliserait pas le terme fatigue, mais le terme asthénie, asthénie chronique. Parce que dans l'asthénie, on a vraiment le fait que ce n'est pas le résultat d'un exercice qui est en cours, d'un exercice physique ou intellectuel. Dans la définition même, l'asthénie n'est pas particulièrement améliorée par le repos. Elle a un impact important sur les activités sociales et personnelles. Donc, c'est ce que tous les intervenants avant moi ont mis en avant. Et elle va avoir un impact aussi sur les activités de formation éducative et professionnelle. Donc, l'origine du projet pour lequel l'association a financé une partie, enfin, intégralement un projet de recherche, mais c'est une partie d'un projet plus global. Donc, nous avons tenté de créer et de valider une évaluation de l'asthénie chronique. Alors, comme vous l'a dit le docteur Thériault tout à l'heure, la plupart des outils qui sont élaborés pour évaluer la fatigue chronique sont développés pour des maladies spécifiques, donc au cours du cancer, de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, etc. Le problème des évaluations de ce type-là, c'est qu'elles ont un effet seuil et plafond, c'est-à-dire que en dessous d'une évaluation, on n'a pas de critères. Et en fait, le principal défaut, c'est qu'à un moment donné, les évaluations, surtout quand on répète auprès des mêmes personnes sur des intervalles de temps assez réguliers, en fait, les personnes peuvent avoir la même évaluation, le même degré de fatigue. Donc, il y a une qualité de différenciation des états de fatigue et des conséquences de la fatigue que ces échelles ne permettent pas de saisir. Par ailleurs, dans ces évaluations, pardon, je suis allée trop vite, on prend en compte votre état de fatigue à un moment donné. Or, le fait d'avoir une fatigue chronique, il y a un effet de la chronicité. Et ça, les échelles d'évaluation ne le considèrent pas dans la formulation des items. Et surtout, on demande aux personnes de réfléchir potentiellement à leur état de fatigue ou au cours d'une période de temps qui est une semaine, mais fondamentalement, c'est quoi l'état antérieur de référence? Et là, ça varie beaucoup d'une personne à une autre, mais ça biaise aussi énormément
les évaluations. Et enfin, on peut avoir un écart majeur entre les phénomènes qui sont liés à l'asthénie. Donc, par exemple, c'est votre taux d'anémie ou votre carence en fer et le ressenti, la perception que vous allez avoir de cette asthénie. Et donc, vous allez voir que je ne fais que reprendre ce qui a été dit précédemment. Eh bien, que disent les patients? Alors, on a interrogé des patients qui ont une fatigue chronique, donc une asthénie chronique, et qui sont atteints donc d'un SFC. Alors, le vrai terme, c'est CFS-ME, donc vous comprenez pourquoi j'ai raccourci, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des contrôles sains. C'est-à-dire qu'on a posé les mêmes questions à des gens qui, a priori, ne sont pas fatigués et ne sont pas malades. Et qu'est-ce qu'on observe dans le discours? Eh bien, ces 4 dimensions qui différencient l'asthénie chronique de la fatigue courante. C'est un sentiment de constriction. Donc, c'est tout ce qui est limitation, se sentir contraint, les conséquences physiques, les conséquences sur la vie quotidienne et les conséquences sur les relations interpersonnelles. Donc ça, c'est des grandes catégories qu'on a vues implicitement déjà tout à l'heure. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé avec une échelle des patients qui avaient donc, soit une maladie, une MICI, donc une maladie inflammatoire chronique de l'intestin active, une en rémission, c'est-à-dire que des patients qui ont les mêmes maladies, mais le traitement fonctionne, leur maladie est silencieuse, et des personnes qui ont un syndrome de fatigue chronique. Donc là, l'étiologie de la fatigue, on ne l'a pas. Et ce qu'on constate, c'est que, alors, l'échelle permet comment dire, c'est pas de catégoriser, mais de montrer que selon les contextes médicaux, l'échelle permet de différencier les populations, c'est-à-dire qu'on a des différences significatives. Donc sur le sentiment de constriction entre les patients qui ont un syndrome de fatigue chronique, puis les patients qui ont une maladie active et enfin les patients qui ont une maladie inactive, on retrouve les mêmes ordres de différence sur les conséquences sur la vie quotidienne et sur les conséquences sur les relations interpersonnelles. C'est-à-dire que les conséquences de ce type-là se différencient selon la condition médicale dans laquelle se trouvent les patients. En revanche, ce qui est alors intéressant et aussi un petit peu désespérant quelque part, c'est que sur les conséquences physiques, il n'y a pas de différence significative. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que les manifestations physiques, le ressenti physique de la fatigue chronique ne se différencie pas d'un contexte de maladie à un autre et présente une sévérité qui n'est pas différente. Donc, a priori, ça ne sera pas sur cette dimension des conséquences physiques qu'il faudra centrer son attention quand on veut savoir dans quel état de fatigue ou d'asthénie on se trouve. Alors, on s'est posé la question une échelle d'évaluation, c'est bien, dans des contextes de maladies chroniques ou de SFC, voilà, on a, mais quid des autres contextes médicaux? Et puis, quid des mesures plus objectives? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre en perspective le score de perception obtenu par l'échelle avec des mesures objectives? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, je vais vous présenter la suite de ce que j'avais présenté, enfin, du projet de recherche qui a été soutenu financièrement par l'association et puis les patients de cette association. Donc, je tiens à vous remercier tous pour votre participation, qui nous a été extrêmement précieuse et importante. Alors, attendez.
excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Voilà. On va passer par les touches, c'est mieux. Donc, l'objectif du projet était d'éclairer quels étaient les aspects de l'asthénie chronique dans le contexte de la maladie, des maladies qui vous préoccupent. Et de deux, c'était aussi d'éclairer le fonctionnement cognitif, puisqu'on montre que dans les syndromes de fatigue chronique, il peut y avoir, quand les gens sont fatigués, les performances cognitives sont aussi altérées. Alors, est-ce que c'est la performance qui est juste altérée avec le repos, tout va mieux, ou est-ce qu'on a une véritable altération des fonctions cognitives? Donc, la question qui est sous-jacente, c'était est-ce qu'il y a un déficit cognitif avéré, c'est-à-dire au-delà de la plainte d'une fatigue mentale, d'une difficulté de concentration, d'attention, est-ce que derrière, il y a un problème cognitif que l'on peut identifier? Et si ce déficit existe, de quelle nature est-il? Et bien entendu, si déficit il y a, quelle est sa nature, mais aussi quelle en est sa sévérité? Donc, l'objectif, c'était de se dire, si on arrive à identifier un déficit cognitif, eh bien, on peut dire quelle est la nature du déficit et potentiellement donner des indications. Mais le fait aussi de se dire, si on ne trouve pas de déficit, eh bien, ça apporte une réponse aussi, alors qui n'est peut-être pas très satisfaisante, mais qui permet de fermer une porte et d'aller chercher des causes ailleurs sur le retentissement cognitif et intellectuel afin d'en limiter les conséquences. Donc, voici les résultats donc, de ce que nous avons obtenu avec un échantillon de 35 patients atteints d'HPN-AM. Eh bien, on constate, donc on a apparié le groupe HPN-AM à des contrôles, donc ils sont appariés en âge, en niveau scolaire, ce qui est extrêmement important pour la suite, et on constate que, eh bien, il n'y a pas photo, toutes les dimensions de l'asthénie sont significativement supérieures pour les patients HPN-AM que pour les patients contrôle. Donc, on a un retentissement indiscutable de l'HPN et de l'AM sur la fatigue. Donc, jusque-là, je ne fais que confirmer des données qui vous ont déjà été présentées. Alors, éclairer l'asthénie chronique avec 35 patients, c'est très insuffisant. C'est-à-dire que au-delà de dire que vous avez une fatigue chronique, une asthénie chronique qui est handicapante, on ne peut pas tirer des conclusions comme j'ai pu vous les présenter pour le cas des patients atteints d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou d'un SFC. Alors, bien entendu, j'ai bien conscience que vous êtes, fort heureusement, on va le dire comme ça, moins nombreux à être atteints que des Mickey, etc. Votre population de malades c'est moins importante en nombre, c'est pas moins importante en termes de il faut vous prendre en charge, la question n'est pas du tout là, mais il faudrait qu'on augmente quand même la taille de l'échantillon. Donc, globalement, est-ce que sur un échantillon plus important, est-ce que on va retrouver toutes les dimensions impactées ou on va, donc c'est les résultats préliminaires pour HPN-AM, ou est-ce que si on augmente la taille de l'échantillon, on va retrouver le fait que, eh bien, chez les HPN-AM, là encore, c'est 3 dimensions sur 4 qui seraient discriminantes par rapport à l'état de fatigue chronique et non pas les symptômes physiques. Petit rappel de tout à l'heure. Et deuxième question, est-ce que les niveaux de fatigue corrèlent avec la performance cognitive, ce qu'on ne peut pas actuellement faire avec un échantillon de 35. Alors, l'autre partie du projet auquel vous avez participé, c'était donc éclairer le fonctionnement des personnes atteintes d'HPN-AM.
Donc, on a utilisé une tâche Stroop, qui est un test cognitif et que vous pouvez retrouver aussi, donc un test cognitif et de neuropsychologie qui évalue le fonctionnement cognitif et qui permet de détecter s'il y a un déficit ou un trouble de la sélection intentionnelle. Et donc, chez les patients atteints d'un syndrome de fatigue chronique, on a une première publication qui montre eh bien, est-ce qu'il y a ou non un déficit attentionnel. Et donc, avec cette tâche Stroop, alors pour ceux qui l'ont passé, je sais que c'est fastidieux, je sais que c'est long, mais voilà, c'est extrêmement important parce que c'est un test standardisé et qui est validé. Donc, le Stroop, pour ceux qui ne l'ont pas passé, c'est une tâche où on vous présente des mots qui sont écrits dans une couleur. Et à certains moments, on va vous demander, eh bien, par exemple, de dire si le mot bleu est écrit en bleu, donc ça c'est congruent, et là, le mot bleu est écrit en vert. Donc, et on vous demande de dénommer la couleur avec laquelle est écrit le mot. Donc là, on va vous demander de dire bleu, et là, on va vous demander de dire vert. Mais comme il y a le mot d'une couleur écrit, vous allez être en état de conflit cognitif. Donc, vous allez avoir des mots incongruents, donc du vert écrit en jaune, du vert écrit en bleu, du bleu écrit en vert, etc. Et vous allez avoir aussi des mots qui sont neutres, donc c'est pas des mots de couleur, il n'y a même pas de mots, c'est des symboles. Et vous avez une couleur qui va être, on va vous demander de désigner jaune, bleu, vert. Et là, comme les mots sont neutres, normalement, vous allez aller plus vite et ça sera plus simple. Et en fait, ce qu'on mesure, c'est justement la capacité des personnes à focaliser leur attention sur l'information pertinente et aussi d'ignorer l'information non pertinente. Alors, nous avons 35 personnes qui ont répondu à une tâche Stroop, 35 contrôles, et les résultats sont actuellement soumis à la revue Scientific Reports. Et qu'est-ce qu'on en observe chez les patients atteints d'HPNAM? C'est que la vitesse du traitement est plus lente, que la sélectivité attentionnelle n'est pas altérée. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Pour le dire autrement, c'est que effectivement, il y a un dysfonctionnement cognitif que l'on observe, mais qui est uniquement un ralentissement dans le traitement de l'information. Donc, il n'y a pas une altération fondamentale de votre traitement cognitif. Vous avez un traitement cognitif, alors je vais le dire comme ça, sain, normal. En revanche, il est lent, il est ralenti. Et ce qui est plutôt aussi intéressant, c'est que ce ralentissement dans le traitement de l'information qu'on observe parmi les patients HPNAM, eh bien, on l'observe de façon identique chez les patients qui sont atteints d'un syndrome de fatigue chronique. Donc, bien entendu, la taille de l'échantillon pose un problème pour comparer CFC et HPNAM. En revanche, le résultat est plutôt solide et robuste en ce qui vous concerne. La puissance de l'échantillon était suffisante. Donc, si j'en reviens à l'objectif numéro 1, qui était d'éclairer les spécificités de votre asthénie chronique, ça n'est pas atteint. Éclairer votre fonctionnement cognitif, oui, c'est partiellement atteint parce qu'on sait de façon relativement solide que vous n'avez pas une altération profonde de votre fonctionnement cognitif, mais c'est la vitesse qui est ralentie. Mais il nous faudrait plus de monde pour pouvoir augmenter les corrélations entre l'objectif 1 et le fonctionnement cognitif et l'évaluation de l'IMAC. Donc il faudrait qu'on ait accès à plus de patients francophones, donc des patients français, mais si dans vos réseaux vous avez des personnes qui sont belges, suisses, francophones, ça serait bien si elles pouvaient participer.
Donc, pour comprendre mieux les déficiences cognitives associées à la fatigue chronique, et surtout avoir un échantillon représentatif, plus représentatif de votre contexte médical d'HPN-AM. Donc, il nous faut plus de personnes. Alors, j'ai bien conscience que c'est pas très, ça fait très hors sol et décontextualisé, mais c'est vraiment extrêmement important de répondre à un Stroop. Hein, donc, je sais qu'il y en a dans la salle qui l'ont fait et qui se sont dit, mais c'est quoi ce truc? Oui, mais voilà, vous voyez, les publications sortent et ça objective véritablement quelque chose. Et donc, je vous rappelle les critères. Il faut être âgé entre 18 et 60 ans. Il faut maîtriser la langue française depuis l'enfance. Ne pas avoir de troubles neurologiques ou psychiatriques pris en charge actuellement, sous-entendu ne pas avoir un traitement psychotrope, notamment qui va altérer le fonctionnement cognitif. Éviter d'avoir un déficit de sommeil. Alors là, l'idée, c'est de ne pas avoir un manque de sommeil par rapport à votre nombre de sommeil habituel et avoir une bonne vue normale ou corrigée. Alors, la passation de l'échelle IMAX, c'est maximum 20 minutes. Le test des couleurs pour vérifier que vous n'êtes pas daltonien et qu'il n'y a pas de souci, c'est 1 minute. Et le test de Stroop, c'est 2 fois 10 minutes avec une pause entre les deux. Tout se passe en ligne, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de rendez-vous et tout est hébergé sur un site sécurisé avec un protocole qui a été accepté par un CPP. Donc, je vous remets le lien vers le questionnaire et l'étude et je remercie véritablement l'association pour sa diffusion. Je remercie les personnes qui ont participé et si vous pouviez être encore plus nombreux, ça serait super. Voilà, je vous remercie tous et toutes pour votre attention. Merci beaucoup, professeur. Je viens de partager le lien dans le chat de la discussion. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore participé à l'étude, je vous engage à le faire tout de suite. En tout cas, après le web café, peut-être pas tout de suite. Une petite précision, c'est un lien, en fait, vous pouvez l'activer que sur un ordinateur. Ça fonctionne pas sur un smartphone ou sur une tablette. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas mis le QR code, entre autres. Voilà, faut répondre. Il faut un clavier, en fait, pour répondre, un clavier au sens clavier d'ordinateur. Ça fait partie des principes de base. Donc, c'est pour ça c'est un vrai lien en dur et pas quelque chose que vous pouvez scanner, qu'on partage avec vous. Vous pouvez le retrouver aussi sur le forum de l'association, si je dis pas de bêtises, Adèle. On avait déjà partagé l'étude, peut-être qu'il faudra la repartager aussi. On va essayer de le remettre Voilà. prochainement. Ouais. On va venir justement à la partie échange et discussion avec tout le monde. Et je vais finalement démarrer peut-être tout de suite avec vous, professeur Balnovitch, pour la suite de ces échanges, si je puis dire. Vous nous avez bien indiqué qu'il n'y avait pas assez de participants. Ça paraît assez logique d'après ce que vous nous donnez. Il y en a 35 aujourd'hui. Il en faudrait combien? Juste, voilà, l'objectif, on se le fixe où? Idéalement, alors j'ai envie de vous dire, plus on en a, mieux c'est. Idéalement, si on veut faire des corrélations en dessous de 50, ça donne rien. Donc il nous faudrait 15 à 20 participants supplémentaires. Sachant que j'ai bien conscience que ça va être compliqué, mais s'il pouvait y avoir une diffusion dans d'autres centres de référence, ou si ça pouvait aussi être diffusé, donc comme je disais, dans des pays francophones, ça augmenterait la possibilité d'augmenter de façon, j'ai envie de dire quasi mécanique, la taille de l'échantillon. Donc en fait, on va dire 15 de plus, ça serait bien. 15 de plus, je ne sais pas si tous les participants d'aujourd'hui ont répondu à l'étude, mais si déjà 1 sur 2 répondait, on ne serait pas loin des 15 de plus, donc je pense qu'on peut y arriver rapidement. Je vais poser une question au docteur Thériault et après je vais vous donner la main aux participants en ligne. Docteur Thériault, vous nous avez présenté dans l'étude eculizumab versus ravulizumab, finalement il y avait la fréquence et la fatigue était extériorisée. Alors je sais pas que je retrouve
la slide exacte, mais est-ce que finalement, c'est pas un effet justement un ressort psychologique sur le vécu de la fatigue qui est en cause et pas l'effet du traitement? En fait, je me suis posé la question, toujours dans cette différenciation. Titi, c'est tout à fait possible parce que on voit bien que ils sont en termes de contrôle de la maladie, il y a pas de différence. C'était un essai qui montrait que ces deux médicaments étaient strictement équivalents sur le contrôle de la maladie. Donc, probablement que l'amélioration de la qualité de vie est liée peut-être à ces ressorts psychologiques. Mais vous avez raison. En tout cas, là, on a vraiment deux traitements qui, médicalement parlant, donnent les mêmes résultats et pourtant, il y a quand même un meilleur contrôle la fatigue, un meilleur contrôle de ces symptômes sous ravulizumab. Donc, probablement que ça passe par cette voie-là. D'accord. Une question un peu technique, alors je pense que les deux vous pouvez répondre, qu'on a eu dans le chat de la part de Farid. C'est quoi un effet de seuil et un effet de plafond et c'est quoi leur impact pour l'évaluation? Alors, c'est des effets, c'est-à-dire, on peut pas descendre. L'effet seuil, en fait, j'ai envie de dire, c'est assez simple à comprendre. Prenez l'image, seuil, plafond. Il y a un moment donné, on ne peut pas descendre en dessous. Et à un moment donné, le score est très haut et il ne va plus bouger. Et pour des gens qui ont une fatigue chronique, très souvent aux échelles classiques, ils vont être. Euh, il va y avoir un état de base, on va dire, de fatigue chronique et il n'y aura pas de variation, alors que c'est ce qu'on cherche à évaluer. Soit ils vont saturer l'échelle, c'est-à-dire qu'ils vont être très très hauts dans les scores, type facite, etc. Mais ça ne bouge assez peu. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de savoir quel est le degré de fatigue. Mais quand on a une fatigue chronique, ce qu'on recherche, c'est des variations pour repérer le moment où on est un peu mieux, sur quelle dimension, etc. Et le problème des échelles classiques, c'est que comme elles saturent très vite, on ne peut pas savoir dans quelle mesure les gens, en étant fatigués, sont moins fatigués ou plus fatigués. Elles sont pas assez précises en fait, c'est ça, Pas assez ces effets de sensibles, seuil ouais, et c'est ça. pas assez sensibles. Sensible. D'accord. Et On pas a une assez fine non plus dans les items qui sont formulés. on a une petite précision. Laure a dû nous quitter. Et je crois que c'est Annie qui demandait si elle avait une activité professionnelle et si oui, à quel rythme. Alors, je peux vous confirmer que Laure a une activité professionnelle, parce qu'on en avait parlé pendant l'échange. Par contre, je ne connais pas le rythme, mais elle est tout à fait. Vous pouvez échanger avec elle sur le forum de l'association. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Elle y est de temps en temps et elle répondra à vos questions. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On a une question qui est arrivée pour toujours le professeur Banovic, de la part d'Ali, justement. Pour l'étude, faut-il être porteur des deux maladies ou une des deux suffit? Une des deux suffit. Il faut juste répondre aux critères de fatigue. Enfin, a priori, être fatigué depuis au moins 6 mois. Donc, a priori, c'est, d'après ce que j'ai entendu, pas de problème. Elle est bienvenue. On a déjà Gérald qui a dit, ou Gérard, pardon, non, Gérald qui a dit qu'il allait répondre après le web café. Une petite question, docteur Thériault. Euh, Pourquoi on a moins d'études finalement côté aplasie que HPN sur ces dimensions-là? Alors, probablement parce que on a peut-être un petit peu moins de nouveaux médicaments à proposer et à évaluer. Donc on reste sur, notamment quand on parle de traitement immunosuppresseur, on reste sur du sérum antilymphocytaire, d'autres qui sont déjà utilisés depuis plusieurs décennies. Et donc il y a effectivement, on manque de nouveaux traitements qui permettraient d'avoir de nouvelles évaluations. Je pense que c'est une des premières réponses. Et puis parce que probablement, quand on a un diagnostic d'aplasie médulaire sévère, très sévère, il y a quand même le pronostic vital qui peut être engagé. Et dans ces cas-là, peut-être qu'on ne prend pas le temps et on se dit que ce n'est peut-être pas l'objectif du traitement, ce n'est pas l'amélioration de la qualité de vie, mais c'est peut-être de sauver une vie.
Donc c'est aussi probablement pour ça qu'on a moins d'évaluation dans cette pathologie-là. Autrement dit, en fait, c'est parce que l'HPN est devenu chronique, si je puis dire, que la qualité de vie est devenue importante. C'était pas seulement rajouter de la vie ou des années à la vie, mais rajouter de la vie aux années. Bah, clairement, maintenant, ça va être l'objectif des nouveaux traitements de l'HPN. On sait que depuis 20 ans, avec l'éculizumab, on met à l'abri nos patients. Maintenant, les nouveaux traitements, c'est mettre à l'abri, mais améliorer et essayer d'avoir une qualité de vie normale. On change d'objectif de traitement maintenant. Et parmi les participants, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Je vois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Alors, c'est vrai que les présentations étaient très complètes. Sinon, Adèle, peut-être pour le mot de la fin. On y arrive à midi. On avait prévu de finir autour de midi. Merci Laurent. Nous arrivons à la fin de notre web café dédié à la fatigue liée à l'HPN et la plasie médulaire. Je tiens à remercier chaleureusement nos intervenants, Geneviève et Laure, euh, je lui transmettrai directement pour leur témoignage, car il n'est pas toujours simple d'aborder ces sujets en public. Le docteur Louis Thériault pour sa disponibilité et son apport. Euh, la professeure Ingrid Banovic pour ses résultats de recherche. Elle souligne qu'il faudrait une plus grande implication et participation de patients afin d'obtenir un échantillon représentatif, espérant d'avoir plus que le double, pas 15 en plus, mais le double des 35. Aussi, nous remercions nos partenaires institutionnels qui ont permis la mise en place de ce web café, les laboratoires Alexion, Novartis, Pfizer, Roche et Sobi. Merci, sans oublier, merci aussi aux membres du bureau, Margot, Chloé, Daphné, Marianne et Rodica, et les nouveaux membres aussi, Priscilla et Annie, pour leur créativité et motivation. Ce matin, nous avons exploré les multiples dimensions de la fatigue, ses impacts sur la qualité de vie et les avancées scientifiques pour mieux les évaluer et la traiter. Les témoignages des patients, les explications médicales et les perspectives de recherche ont mis en lumière l'importance de continuer à travailler ensemble pour améliorer la prise en charge et le bien-être des personnes atteintes des deux pathologies, l'HPN et la plasie médulaire. Nous continuons donc le débat sur notre forum privé, accessible à partir de notre site internet officiel, ou bien en tapant forum.hpnfrance.com. Nous allons rediffuser la vidéo de ce web café sur notre site et nous allons prolonger le débat pour organiser un groupe d'échange en visioconférence pour nos membres. Bien sûr, c'est pas enregistré, ça serait pas enregistré, ça serait un peu privé, une sorte de table ronde sur le sujet. Un point qui est important pour nous, c'est pour l'année prochaine, c'est l'organisation de la 7e journée nationale d'information des patients et leurs proches, et donc fixée pour le samedi 28 juin 2025. Je répète, hein, samedi 28 juin 2025. Et enfin, encore merci à tous et à tous, spécialement à nos 4 intervenants, et à bientôt.